Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Waga FM, c'est le journal, bienvenue, voici la une. Lutte contre l'insécurité et le terrorisme au Burkina Faso, un centre d'études a été érigé dans ce sens et c'est l'ancien ministre de la Sécurité, le colonel Denis Auguste Barry, qui porte ce projet. Notre invité du jour est l'ancien secrétaire général de la Fédération burkinabé de football, Bertrand Kaboré, viendra nous dire pourquoi il a démissionné. En tous les cas, il laisse un message au colonel Sita Sankaré. Il dit en substance, il comprendra la profondeur de ma blessure. Interview exclusive à suivre tout à l'heure. Sans oublier la rubrique de Ahmed Bakino, ce sera donc le regard citoyen qui porte aujourd'hui sur Ouagadougou, une ville du secteur informel. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Salif Kaboré à la présentation. Lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Le Burkina Faso a désormais un centre d'études stratégiques en défense et sécurité. La structure a été présentée à la presse, c'était hier ici à Ouagadougou, en présence de Yolande Zumbara. En août 2016, par un groupe d'experts militaires, paramilitaires et des universitaires, le CSDS est une structure à caractère associatif. Ces acteurs devront concevoir et proposer des stratégies qui contribueront à assurer la défense et la sécurité au Burkina Faso et ailleurs. Denise Auguste Barry, directeur exécutif du CSDS. Nous aurons la possibilité de mener des études et des recherches sur un certain nombre de problématiques de façon autonome, de façon souveraine. Nous allons nous autosaisir par rapport donc à un certain nombre de problématiques que nous pensons aujourd'hui dimensionnantes et auxquelles il faut apporter donc des solutions. Et cela passe donc par la réflexion, comme nous l'avons dit. Le CSDS ayant obtenu régulièrement donc son récépissé, sa reconnaissance officielle, l'adhésion est libre à tous les citoyens donc du Burkina, mais également l'adhésion est libre à ceux qui, dans d'autres pays, souhaitent donc participer. Les passerelles existent vraiment au niveau des règlements donc pour faire en sorte que nous puissions, au niveau donc des personnels qui sont en activité, donc de participer de façon réglementaire donc à l'ensemble de ces activités prévues donc dans le cadre du CSDS. Le CSDS sera donc un pôle de cadres d'études, de réflexion, d'analyse et de rencontres en sécurité humaine. Honoré Louis Nombreux, directeur exécutif adjoint du CSDS. Les études et les recherches que le centre vont conduire sur la défense et la sécurité ne sont pas des enquêtes, pas des activités d'espionnage. Nous, au niveau du centre ici, nous vivons aussi. Nous subissons la pression et les activités des attaques terroristes. C'est clair que c'est une préoccupation qui est celle de chaque citoyen, chaque citoyenne et qui ne peut pas nous laisser indifférents. Donc nous allons certainement y réfléchir, mais en sachant que c'est un phénomène dont la définition n'est pas d'unanimité partout. Nous allons peut-être chercher d'abord à définir le terrorisme tel qu'il se manifeste chez nous, essayer de le conceptualiser si c'est nécessaire, si on ne peut pas le définir, et puis essayer de trouver donc tous les éléments, son déterminisme, son mode d'action, etc. et donner suffisamment d'éclairage à ceux qui sont, et tout le monde naturellement ici est impliqué, mais au plus haut point des décideurs, ça peut être une contribution à leur prise de décision. La structure compte une cinquantaine d'experts de profils divers. Sa devise est « Penser une nouvelle Afrique » au rendez-vous de l'histoire. Merci à vous, Yolande Zumbara. La mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'éducation inclusive au centre des préoccupations du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui organise une rencontre de concertation sur l'approche éducation inclusive des enfants en situation de handicap avec les journalistes et communicateurs. L'atelier s'est poursuivi hier mardi et Arsène Konditamde revient sur cette problématique.
Soucieux de l'élimination de toute forme d'iniquité pouvant entraver la scolarisation universelle des enfants, que cet atelier a été initié. Et selon la directrice de la promotion de l'éducation inclusive des filles et du genre au ministère en charge de l'éducation, son département espère beaucoup de cette discussion avec les hommes et femmes de médias. Rasmata Ouedraogo. C'est une question donc de concertation. Il faudrait qu'avec les communicateurs, que vous puissiez ensemble nous dire, selon votre technicité, qu'est-ce qui peut être fait à votre niveau pour que justement la question de l'éducation inclusive soit portée à tout le monde, pour que tout le monde comprenne qu'un enfant, qu'il soit handicapé ou pas, il a droit à l'éducation et il doit être à l'école. Et donc nous attendons cela de vous. Si au plan institutionnel, les difficultés sont moins nombreuses, selon Rasmata Ouedraogo, la situation reste assez préoccupante au plan social. Au niveau institutionnel, non, il n'y a plus de difficultés puisque les instruments sont là. Le pays a ratifié un certain nombre d'instruments qui font plutôt la promotion de l'éducation inclusive. Donc sur le plan institutionnel, on est prêt pour y aller. Cependant, sur le plan social, il faut maintenant que tout le monde soit informé que ces enfants, notamment les enfants en situation de handicap, sont des enfants comme tous les autres enfants et ils doivent être à l'école et ils doivent accepter les scolariser parce que nous, au niveau de l'éducation, nous sommes prêts à les recevoir. Débuté ce lundi 19, cet atelier portant sur l'éducation inclusive prendra fin ce mardi 20 septembre, suivi d'une formation du 21 au 23 septembre prochain. Merci Arsène Konditambe. Et puis en bref, dans un message posté sur sa page Facebook, la gendarmerie nationale du Burkina informe la population de la saisie d'une importante quantité de lait de marque Mira à Bobo Dioulasso après le témoignage de consommateurs. Suite aux analyses du laboratoire national de santé publique, ce dernier recommande son retrait à la consommation. C'est ce qu'indique en tout cas la gendarmerie burkinabé. Ouaga FM, l'invité du journal. À 7h07 ici à Radio Ouaga FM, nous allons passer donc à l'invité du jour qui n'est autre que l'ancien secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. Il s'agit de Bertrand Kaboré. Pourquoi a-t-il démissionné de son poste de secrétaire général? Nous lui avons posé la question. Bertrand Kaboré, bonjour. Bonjour, monsieur Salif Kaboré. Vous êtes l'ancien secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. Pourquoi avoir démissionné? C'est vrai qu'en date du 15 septembre 2016, nous nous sommes vus contraints de déposer donc une lettre de démission auprès de la Fédération burkinabé de football. Nous avons constaté qu'il y a des propos qui avaient été tenus plus ou moins à notre endroit, des décisions administratives qui ont été prises allant dans le sens en tout cas de compliquer l'exécution donc de nos missions en tant que secrétaire général. Et à partir de ce moment, nous avons cherché à rencontrer le président pour échanger avec lui afin de comprendre pourquoi de telles mesures. Mais ce qui est ressorti, c'est que le président m'a laissé entendre qu'il avait lu dans certaines presses que je serais candidat au prochaines élections de la Fédération burkinabé de football. Et pour lui, cela n'était pas en tout cas compatible avec sa vision donc de la collaboration. Alors ce jour-là, je lui ai dit que personnellement, je n'avais donné ni aucune interview, je n'avais écrit nulle part que j'étais candidat. Pour moi, je faisais mon travail, je pensais simplement à aller jusqu'au bout de mon mandat en réussissant à faire vraiment un travail propre parce que je m'étais engagé à donner le meilleur de moi-même. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas travailler dans ces conditions-là. Voilà. Et que si cela ne pouvait pas changer, c'était mieux qu'on se sépare. Et je lui ai proposé donc de mettre fin à mon contrat. Bon, mais je crois qu'il y avait quand même quelques difficultés de son côté parce qu'il y avait les droits qu'il ne voulait pas payer. J'ai estimé donc que pour moi, ce n'était pas une question d'argent. C'était d'abord une question de permettre donc au travail de bien se faire. Je connais la difficulté
et surtout les complications que peuvent avoir un dysfonctionnement au niveau du secrétariat général. Donc pour éviter qu'il y ait des problèmes, j'ai préféré donc renoncer à mes droits et donc en déposant ma lettre de démission pour permettre à d'autres personnes d'assurer la continuité du service et éviter à notre football d'avoir des problèmes inutiles. Monsieur Bertrand Kaboré, vous dites qu'il y a des mesures qui ont été prises vous rendant la tâche difficile dans l'exécution de votre mission. Quelles sont ces mesures par exemple? Bon, il faut citer au titre de ces mesures d'abord le fait que le traitement du courrier ne relevait plus de ma responsabilité, alors que vous savez que la tâche d'un secrétaire général, c'est surtout la correspondance, telle que cela est décliné dans les statuts et dans mon contrat. Je peux dire qu'une bonne partie de mes prérogatives avait été complètement vidée de leur substance. Il y a également la nomination d'un directeur de cabinet qui est venu donc rallonger le système de traitement du courrier puisque celui-ci devait maintenant se mettre entre le président et moi. En sus de cela, il y a le fait que, pratiquement lorsque quelqu'un venait au secrétariat pour me voir, la personne était suspectée et des gens étaient chargés donc d'informer le président du nombre de minutes que par exemple la personne a passé dans mon bureau et automatiquement on l'appelait pour lui demander voir quel sujet il a pu entretenir avec moi pendant 6 minutes ou pendant 10 minutes. Tout ça j'ai eu à dire au président le jour que je l'ai rencontré parce que j'estimais que ça créait un climat délétère qui n'était pas propice pour que le personnel même de la fédération puisse travailler dans de bonnes conditions. Il y a aussi le fait que apparemment, je ne sais pas comment il le fait, j'aimerais d'ailleurs le savoir parce que ça rentre dans mon intimité personnelle. Apparemment, ceux qui m'appelaient étaient suivis à travers mon journal d'appel et on a demandé à des gens, oui, pourquoi tu appelles souvent le SG? Tant que je suis SG, il y a des gens forcément qui sont obligés de me parler. Je pense que cela commençait à prendre une dérive que je trouve quand même injuste parce que lorsque vous travaillez avec des gens, il faut qu'il y ait la confiance. S'il n'y a pas la confiance, il faut se quitter. Et c'est ce que moi j'ai dû faire parce que je ne travaille pas dans ce climat-là. Vous avez travaillé ensemble pendant 4 ans. C'est le mandat donc qui vous est imparti. Nous sommes à 2 mois de l'élection de la Fédération burkinabé de football. Depuis 4 ans, pourquoi des suspicions se sont-elles installées subitement comme ça? Vous savez, pendant 4 ans, c'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais honnêtement, le président et moi, nous n'avons jamais eu d'altercation et je n'ai jamais eu aucun problème avec un autre membre fédéral. Vous pouvez vous renseigner. Je suis quelqu'un de tempérament assez posé. Je gère les conflits avec beaucoup de hauteur d'esprit parce que lorsqu'on est dans une association, il peut arriver des moments où des choses ne vont pas dans le sens qu'on souhaite. Mais il faut gérer pour avancer. Donc, pendant les 4 années, je me sentais tout à fait solidaire du bureau. J'ai donné le meilleur de moi-même et comment. Maintenant, si la situation s'est dégénérée, je pense que c'est dès lors que le président a cru à travers ce que la presse a eu à dire à maintes reprises que j'allais être candidat. Mais au lieu de discuter avec moi directement pour savoir quelles étaient mes intentions réelles, il y a eu une fuite en avant et je pense que ça a été peut-être une erreur monumentale qui nous a conduit dans cette situation. Vous candidat au poste de président de la Fédération burkinabé de football? Je voudrais d'abord que l'on sépare les choses, c'est-à-dire que ma démission est consécutive aux mesures dont je vous ai parlé et au climat délétère qui s'était installé ces dernières semaines. Maintenant, la question que vous posez, cela concerne donc l'avenir. On verra ce que l'avenir va nous réserver. Vous êtes déjà en campagne, vous étiez à Bobo Dioulasso. C'est dans le cadre de la campagne pour la présidence de la Fédération? Non, voilà justement, je pense que c'est cette mauvaise vision et cette mauvaise appréciation-là qui a conduit justement à créer un climat inacceptable pour moi. Je suis parti à Bobo, c'était pour expliquer les raisons de ma démission et également manifester ma gratitude auprès de tous ceux qui m'ont soutenu pendant l'exercice de ma fonction. Voilà, je n'étais pas allé en campagne. Et l'avenir? Mais est-ce que vous avez d'autres intentions après avoir démissionné
démissionner justement? Non, disons que depuis que ma démission a été annoncée, j'ai été consulté, concerté par des acteurs du football qui pensent effectivement qu'il serait bien que j'apporte une contribution au développement de notre football. Bon, mais il reste à voir les conditions dans lesquelles cela peut se passer. Bon, mais je pense que d'ici les jours à venir, voire les heures à venir, je vais donc pouvoir me prononcer officiellement sur le rôle que je peux jouer pour mon pays, notamment pour le football. Dans l'avenir immédiat, vous le saurez. Est-ce que pour vous, le football aujourd'hui a besoin d'être repensé? Écoutez, repenser, revu, refondé, etc., ce sont des termes qu'on entend souvent lorsque on arrive à des fins de mandat. Bon, mais pour moi, et je pense, tel que j'ai écouté les acteurs du football, qu'il y a quand même des réglages à faire parce qu'il y a certains points qui sont restés insatisfaits. Nous sommes à l'écoute et comme je vous ai dit, si jamais nous étions convaincus qu'on pouvait apporter quelque chose, eh bien, nous mettrons notre vision, notre expérience et notre carnet d'adresses à la disposition du football burkinabé parce que nous sommes des citoyens et nous devons être prêts pour répondre également aux sollicitudes de nos compatriotes. Vous avez fait de très bons résultats sur le plan administratif au niveau de la fédération avec l'équipe fédérale, avec à sa tête le président Sita Sangaré, 4-1 avec de très bons résultats à votre actif. Alors pensez-vous que ces points à repenser là nécessitent un changement notoire à la tête de la fédération? Bon, écoutez, cela dépend de comment chacun voit les choses. Et pour ma part, tel que j'ai écouté les acteurs du football, il y a effectivement une nécessité de revoir de façon fondamentale la manière d'appréhender le fonctionnement d'une association, parce qu'il s'agit aussi d'une question de management. Également, il est question de prendre aussi des mesures et que je dirais révolutionnaires pour sortir des sentiers battus, parce que ce qui est souvent constaté, c'est que on fait des promesses, mais lorsqu'on arrive, après, on n'arrive même pas à faire le tiers de ce qu'on a promis. Et c'est ça qui déçoit parfois les acteurs du football. Et nous pensons qu'il faut complètement revoir même la manière de penser les choses. Quelles sont ces promesses, par exemple, non tenues? Moi, je pense on n'est pas à l'heure du bilan. Regard critique. Oui, regard critique, je pense qu'il y a les acteurs du football que vous connaissez bien. Vous pouvez les approcher, ils vous en parleront. Moi, je ne sert pas de courroie de transmission entre ces acteurs-là et le public sportif. Je pense que c'est à chacun d'assumer donc ses responsabilités. Avez-vous des regrets? Disons que c'est vraiment le climat dans lequel on s'est installé, je dirais bêtement, et vers la fin donc de notre mandat, alors que personnellement, comme vous le savez, j'étais un homme très engagé pour le mandat qui est en train de s'achever. J'ai été même celui qui a suscité la candidature du colonel Sangaré. J'ai été directeur de campagne de notre équipe et ensuite secrétaire général. Vous comprendrez que après avoir assumé tant de responsabilités, on ne peut que regretter que ça se termine en queue de poisson. Et qu'avez-vous à laisser au président de la Fédération burkinabé de football comme message? Non, moi je n'ai aucun message à lui laisser. Le seul message que je pouvais lui laisser, c'est ma lettre de démission pour convenance personnelle. Je pense qu'il pourra lui-même comprendre la profondeur de ma blessure. Monsieur Bertrand Kaboré, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur Kaboré. Merci. C'était donc l'invité du jour, le secrétaire général de la Fédération burkinabé de football, il s'agit donc de Bertrand Kaboré. Alors, nous avons ici en studio avec nous Abdoulaye Ouattara. Vous êtes le correspondant de Ouaga FM à Bobo Dioulasso. Bienvenue à Ouagadougou. Merci, bonjour Salif, bonjour à tous les auditeurs. Alors, Abdoulaye Ouattara, vous avez suivi l'interview du secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. Pour vous, où va-t-il? Non, mais la première appréciation, il faut dire que c'est vraiment regrettable. Pour voir que le football aujourd'hui au Burkina Faso, depuis des années, nous sommes dans des situations difficiles. Et au moment où tout le peuple burkinabé pense qu'il faut donc encourager les acteurs, si c'est en ce moment-là que les acteurs eux-mêmes
pour, en tout cas, des raisons personnelles, je vais le dire, pour des intérêts personnels, se divisent. Ça, c'est regrettable. Ah, pour vous, c'est pour des raisons, c'est pour des intérêts personnels? Ah oui, je considère que c'est pour des raisons personnelles parce que, à écouter M. Bertrand, il dit que c'est lui qui a fait donc la campagne de leur équipe. Il a travaillé comme secrétaire général et c'est à la dernière minute que, voilà, à deux mois des élections, et c'est en ce moment que l'équipe se disloque, et je crois qu'il y a quelque chose à voir réellement à l'intérieur. Mais c'est toujours aussi comme ça dans les instances électives. On se rend compte que c'est vers la fin, alors on commence avec les petits bagarres de positionnement, de qui va prendre la tête, et surtout quand on voit un peu la personne de Bertrand qui a battu campagne pour son équipe, il a dit, c'est lui qui a suscité la candidature du colonel Sangaré. Aujourd'hui, le colonel Sangaré a géré 4 ans. Est-ce que le colonel veut revenir encore à la tête de la fédération? Est-ce qu'aujourd'hui, pour lui, il faut l'alternance parce qu'on est une équipe, il faut que chacun mange? Voilà, moi je crois que c'est un peu ça. Et c'est ce qui est regrettable parce que à quelque part, on se demande, est-ce que ce sont des acteurs qui sont là, qui pensent à l'intérêt du football burkinabé? Voilà, moi la question que je me pose tout de suite quand je regarde ces choses. Donc, moi je crois que on doit pouvoir dépasser en tout cas ces considérations-là et regarder et se dire que tout le peuple burkinabé a le regard sur le football burkinabé parce que c'est là où on essaie quand même de porter la couleur du Faso. Merci beaucoup Abdoulaye Ouattara. En tout cas, on aura l'opportunité de poursuivre la discussion dans les couloirs. Merci d'être venu. Place maintenant à Ahmed Bakiono pour sa chronique du jour. Ouagadougou, une ville du secteur informel des marchés Eyar. Ouagadougou, une ville du secteur informel des marchés Eyar. Ouagadougou sera ce que nous voulons qu'elle soit. Ce slogan pourrait se révéler un couteau à double tranchant. De prime abord, c'est un appel lancé aux citadins de la capitale burkinabé pour un sursaut d'action qui pourrait faire de leur ville un endroit où il fait bon vivre. Cela n'est valable que pour les citoyens consciencieux, mais le revers de la médaille, c'est que les citoyens qui n'ont qu'une ambition de faire de leur métropole un cadre de vie agréable feront d'elle une ville poubelle, une ville où règne l'anarchie. Malheureusement, c'est cette deuxième tendance qui est en train de faire de Ouagadougou ce qu'elle veut qu'elle soit. À l'image de nombreuses capitales de la sous-région ouest-africaine, Ouagadougou ressemble à un gros village malgré les bâtiments et infrastructures modernes qui ont été construits. Toutes les rues sont des rues marchandes parce que selon une certaine mentalité, il faut savoir exploiter les opportunités. Le terme parcelle à usage d'habitation est proprement vidé de son sens puisque des boutiques sont régulièrement construites dans les cours d'habitation et des devantures vers les rues. Les pistes cyclables et autres trottoirs n'existent plus que sur les cartes parce que envahis par des kiosques de toute nature, royalement montés parfois sur les caniveaux. Les longs murs d'enseignes d'établissements ou d'institutions sont des aubaines au point qu'il n'existe plus de façade à admirer. Un étranger passerait devant la maison du peuple sans le savoir. Dans une promiscuité totale, services publics et privés, bars, buvettes, maquis, boutiques, salons de ceci ou de cela, établissements scolaires, alimentation, boulangerie, cabinets médicaux ou cliniques, quincailleries, ateliers et même des yards cohabitent dans le quartier. Et comme tout ce beau monde paie ses impôts et patentes, il ne faut pas chercher loin le grand responsable de ce bordel. À tort ou à raison, un doigt accusateur est pointé sur la municipalité. Avide de recettes, les responsables de la commune semblent fermer les yeux sur les occupations anarchiques des kiosques ou boutiques qu'elle loue pour élargir les recettes fiscales. Il y a même très souvent de l'abus d'autorité, puisque des responsables de la commune, prétestant qu'un habitant n'a de droit de regard que sur l'espace situé à seulement quelques mètres du mur de sa concession, décrètent que le reste est du domaine public, donc de la commune, qui en fait ce qu'elle veut. Le prétexte des boutiques communales serait de faire mieux que les occupants anarchiques. C'est cette même peur des occupants anarchiques qui pousse actuellement les responsables d'établissements scolaires ou religieux à construire eux-mêmes des boutiques le long de leurs murs, sans se soucier du risque de changement de destination parce que le terrain qui leur a été octroyé était exclusivement destiné à construire leur établissement et rien de plus. Chasser le naturel, il revient au galop. La Révolution avait tenté de moderniser la ville en la débarrassant de ses quartiers populaires insalubres, mais Ouagadougou se complaît à être du fait de ses habitants une ville du secteur informel des marchés Eyar. Merci à vous, Ahmed Bakiono, et très bonne journée. Ouaga FM, la matinale info. Allez, c'est ici que l'on s'arrête pour ce journal.